va enchaîner avec une conférence présentée par moi-même. Vous avez compris, j'ai fait mon meet-up avec mon machin, mon t-shirt et tout. Et j'ai dit non, c'est trop. Donc du coup, j'ai pris Seb. Parce que Seb... Non, faut pas la faire, ça là. Ça, c'est interdit. Franchement, ouais. Non, on est très content de vous présenter un talk sur Silus avec Seb, avec qui je travaille depuis une dizaine d'années. On a flashé très tôt sur Silus et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. C'est bon? T'y es? C'est bon pour moi. Allez, feu. Donc, le titre de la conférence, c'est Silus, meilleur commerce e-commerce ever. On mélange un peu du français et de l'anglais, histoire que ça passe. Les slides sont en anglais pour que nos amis puissent les suivre et la présentation, malheureusement, se fera en français. Je sais, déception, ouais. Ouais, tant pis, ouais. Ok, donc on va commencer par un icebreaker. J'ai bûché. À quoi on reconnaît un développeur Symfony senior? Ouais, les cheveux blancs, j'entends, ouais. Il y en a qui se font des teintures et qui le disent pas, c'est pas bien. Non, c'est facile en fait. Vous allez sur le site de, on dit plus Sensio, on dit Symfony, Symfony Connect, et vous avez des badges. Voilà, ici c'est le mien, 16 ans. Et c'est écrit, hein, ce badge est très difficile à obtenir. Est-ce que vous savez pourquoi c'est difficile à obtenir? Parce qu'il faut rester en vie tout ce temps-là. C'est vraiment pas évident. Voilà, bon, l'icebreaker c'est fait. Moi, je suis Loïc Cailleux, CEO d'Imagma. J'ai créé cette entreprise en 2011. J'ai commencé à bosser en PHP à côté de mes études quand j'étais en Italie, chambre d'étudiants. Et je remercie deux personnes, Goog et Wesson, qui m'ont donné le goût de dire « Mais en fait, trifouiller les ordinateurs, j'adore ça ». Donc, depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai développé un e-commerce, comme tout le monde, j'ai envie de dire, à un moment donné de ma vie avec Symfony 1. Et je l'ai enterré. Les funérailles n'étaient pas nationales, plutôt locales. Ça s'est très bien passé. Je vis en Ariège avec ma famille. J'aime la bonne nourriture saine. J'aime l'autre aussi. Et l'air frais des Pyrénées. Avec le temps, je suis devenu bricoleur et je fais de plus en plus de jardinage. Voilà, j'espère que ça vous permettra de me poser des questions sur comment on arrive à avoir des potimarrons de cet acabit tout en étant CEO d'une boîte. Allez, très bien. Moi, je suis Sébastien Lourceau. Je suis responsable technique chez Imagma. Je suis, moi, un vrai amoureux de Symfony, c'est-à-dire que moi, dans ma carrière, dans l'évolution de ce que je suis en tant que développeur, je dois beaucoup à Symfony. Je suis chez Imagma depuis 2014. J'adore coder. Voilà. Je suis un tellement vieux développeur que moi, j'ai connu l'ère d'OS Commerce. J'ai déjà installé un OS Commerce. Voilà, vous avez Qui a fait ça dans la salle? Ouais, allez. Ouais, d'autres vieux, quoi. Il y a une thérapie de groupe après, tout à l'heure. C'est ça. Et Silus a fait de moi aussi un meilleur développeur. J'ai beaucoup appris dans l'écosystème Silus et ça a participé à mon évolution. Juste pour un petit pas de côté pour OS Commerce, du coup, j'ai regardé ce qui restait en termes d'OS Commerce aujourd'hui comme plateforme en ligne. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Et on a notamment des sites français qui sont assez connus pour ceux qui font de la musique ou quoi. Il y a Woodbrass qui est un site en OS Commerce. Et il en reste un autre dont je ne me rappelle plus. Mais, le livre, la boutique du Guinness Book des records là, est un OS Commerce. Voilà. C'était juste. Non, mais c'est important de le dire. On prend 10% sur les leads qu'on vous a apportés ce soir pour la refonte Silus. Ok, alors Imagma aime Silus, ça a démarré très tôt, en 2014. Ça peut sembler dingue, mais en fait, l'histoire de Silus a démarré au début des années 2010 et nous, on a pris le train assez tôt. On était le premier partenaire en France, on a fait plein de projets, on fait des audits, des upgrades, des plugins, tout ça. Et on a plein d'amis dans cette pièce et c'est cool de vous voir. Alors, on va vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc, à un moment donné, voilà, il y a eu rupture avec PrestaShop. On a essayé et on a mouru. Donc, voilà. Non, mais vraiment, et je veux pas troller inutilement, mais on a essayé, ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire avec du e-commerce. On n'a pas essayé Magento, j'avoue. Hein. On a essayé d'essayer, mais ça s'est arrêté là. Par contre, on s'est posé la question tout simplement dans ces années-là, quels outils on peut utiliser pour faire du e-commerce avec Symfony? C'était un de nos prérequis. Donc Silus, pourquoi on a choisi ça en 2015? Tout simplement parce que déjà c'était basé sur Symfony et qu'on avait une certaine expertise en Symfony. On a découvert que c'était vraiment bien architecturé, qu'on avait tout qui était bien découplé en composants, en bundle, avec un corps qui faisait la glue entre tout ça.
C'était bourré de bonnes pratiques partout. Il y avait des tests, il y avait des scénarios, des specs, pardon, PHP spec. Grosso modo, il y avait tout pour plaire, quoi. En 2017, ben, on a continué l'aventure avec en plus la release de la 1.0, donc ce qui faisait de Silus un nouvel acteur dans le marché du e-commerce, du moins dans l'écosystème PHP. À l'époque, on avait un set de fonctionnalités qui était assez limité. On ne pouvait pas toutes les utiliser telles quelles, mais on avait peu de plugins. On avait une API, mais qui était servie par le Resource Bundle. Mais par contre, on était toujours très proche de l'écosystème Symfony. Et ça, par contre, pour nous, c'était un prérequis. En 2022, du coup, on a des milliers de boutiques qui tournent avec Silus. La plupart, on ne va pas se mentir, sont hautement customisées partout. C'est pour ça qu'on fait en général le choix de Silus. On a 13 versions mineures qui sont sorties. Et attention, chez Silus, une version mineure, c'est pas n'importe quoi. Il y a souvent pas mal de trucs, hein, les promotions catalogue en .11, tout ça, enfin, c'est quand même des sacrées fonctionnalités qui sortent. Aujourd'hui, ça a une aura un peu partout à l'international. Et de notre point de vue, ça fait de facto la solution e-commerce de l'écosystème Symfony, voire de l'écosystème PHP. Et donc, ça a toujours plus de place dans l'open source. Aujourd'hui, on a Silus Plus pour des besoins bien spécifiques. Et on a plein de partenaires Silus qui gravitent autour de cet écosystème. Si on regarde un peu la courbe de progression, alors bon, il faut prendre ces chiffres pour ce qu'ils sont, mais enfin, grosso modo, ça donne quand même une bonne idée de voir la courbe d'acceptation de Silus. Aujourd'hui, on peut considérer, alors c'est des chiffres, hein, qu'on a à peu près 4000 sites en prod de Silus, on en a à peu près 25% en France. On a 142 sites qui sont dans le top 1 million des sites e-commerce, 13 dans les 100 000 premiers et 2 sites qui sont dans les 10 000 premiers. Vous vous doutez que je suis allé voir ce que c'était. Il y en a un, c'est une boutique qui tourne autour de 20 minutes, 20 minutes.store pour quelque chose, voilà. Et le deuxième, on a découvert que c'était un site russe qui traitait des déchets et autres solutions. On n'a pas tout très bien glorieux. Compris, enfin, voilà, c'est les deux sites qui sont dans le top 10 000. Ok, je crois qu'on me dit qu'il faut que tu parles dans le micro. Je vais m'y appliquer. Ouais, ok. Merci mais bien. Vous me coupez tout ça sur le live. Ok, on va enchaîner. Je vois le timer qui passe. Mais nous ne sommes pas seuls. Alors, on est allé voir un petit peu ce qui se passe dans les autres écosystèmes. Et là, on va sortir de l'écosystème PHP. Et c'est génial. Chaque langage a sa solution. On trouve ça étonnant. Nous, on se dit non. Le e-commerce, il n'y a que en PHP. On a Spree, qui en fait est un des inspirateurs de Silus, puisqu'en fait, dès le début, Pavel s'est inspiré, le créateur de Silus, s'est inspiré de Spree, qui est un framework très très vieux et qui pourtant continue à faire des émules et continue à être développé. Il est basé sur Ruby on Rails. On a Sailor qui est en Python Django et on a Medusa qui est en Node.js. Si vous regardez, grosso modo, le nombre d'étoiles sur GitHub nous montre que c'est pas des caves. Ça se passe plutôt bien pour eux. Donc, ce qu'on va faire, nous, tu vas nous l'expliquer. Du coup, quand on regarde ce qui existe dans l'écosystème de tout le e-commerce, on va essayer de trouver des critères qui vont répondre à la question, pour nous, qu'est-ce qu'une bonne solution? Et donc, on a choisi de regarder ces critères-là. Déjà, est-ce que c'est open source? Parce que nous, on veut des solutions open source. On va regarder les fonctionnalités que propose la solution. On va regarder l'activité qu'il y a autour de cette solution. On va regarder la roadmap, ce qui est prévu dans les versions à venir. Aujourd'hui, on est obligé de regarder est-ce que la solution propose du headless. On va regarder bien sûr s'il est customisable, puisque le gros de notre métier en général se passe là. On va faire un tour sur la doc pour voir si c'est bien documenté et si on trouve toutes les réponses à nos questions. Et puis on va se poser la question, est-ce que c'est une solution qui est fiable à long terme? Est-ce que ce sera facile à maintenir ou pas? Ok, c'est parti. On a choisi de regarder Medusa. Alors, bon, voilà, je sais, ça peut faire bizarre, mais on est parti là-dessus. Et du coup, on va passer en revue chacun des points que Seb vous a présentés. Je t'en prie, l'open source. Donc, on commence par l'open source et grosso modo, qu'est-ce qui se passe autour de l'open source et de la communauté? Medusa, moi, je connaissais pas bien, j'en avais entendu parler, donc vraiment, j'ai un œil assez neutre. C'est ce que j'ai découvert en faisant un petit tour sur ce qu'était Medusa.
Donc Medusa, ça a été créé avant tout pour le business, pour un site qui s'appelle TK, qui fait, je crois, tout ce qui est mobilier de cuisine ou des choses comme ça. Ils ont décidé de l'open sourcer en 2021, et au début, ils étaient 2 contributeurs. Grosso modo, 2 personnes qui ont créé Medusa. Ils font plein de choses autour de la communauté. Ils discutent déjà sur GitHub. Ils ont un gros fil de discussion sur GitHub et ils discutent de tout ce qui est les annonces, les requêtes de fonctionnalités, les questions-réponses, les RFC, tout ce qui tourne autour de la roadmap. Et ils ont aussi quelque chose qui est pas mal, c'est qu'en fait, ils font des community highlights, c'est-à-dire des coups de projecteur sur la communauté, sur leur blog, avec des cas bien établis, tout ça. Ils parlent de la communauté sur leur blog. Ok, donc on a validé le volet open source. Mais à côté de l'open source, il y a des investisseurs. C'est quelque chose qu'ils mettent en avant. Si vous regardez, il y a du beau monde. Hein. Voilà, on a. Alors les investisseurs, on ne sait pas à hauteur de combien. Hein. Peut-être qu'ils ont mis $1 sur la table, mais il se peut qu'ils en aient mis un peu plus. Donc founder et CEO de Squarespace, d'Algolia, de GitLab, etc., etc. C'est un point qu'on a trouvé intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que l'open source d'aujourd'hui a besoin de moyens pour exister. Et que développer une solution tout seul dans son garage, c'est devenu un petit peu compliqué. Il y a des notions de scalabilité sur la vitesse de développement. Voilà. Ensuite, les features. Donc on a regardé les fonctionnalités. Grosso modo, Medusa, ils définissent en haut comme un set de tooling, un set d'outils et de modules pour rendre l'expérience développeur et utilisateur e-commerce meilleure. Et donc, dans les modules e-commerce qu'ils proposent, il y a des choses qu'on connaît, nous, qui tournent tout autour du e-commerce. On a des commandes, des paniers, du checkout, on a du multi-warehouse, on a des clients, des produits, des prix, de la gestion des remises, des cartes cadeaux, de l'import-produit, des taxes, des régions, enfin tout ce qui tourne autour de modules e-commerce. On reconnaît pas mal de choses par rapport à Silus. Et ils ont pas mal de plugins dans le cœur, donc soutenus par Medusa, PayPal, Stripe, Adyen, Contentful pour tout ce qui est CMS et Mail Research et Algolia par exemple. Alors j'ai pas tout mis, hein, mais ils en supportent plusieurs et on voit qu'il y a quand même pas mal de beau monde là-dedans. Ok, et ce support justement de plusieurs plugins qui peuvent être essentiels au démarrage rapide d'un projet, c'est quelque chose qui nous a intéressés. Ok, en termes d'activité, on regarde toujours avant de songer à utiliser un projet, est-ce qu'il est actif? Je pense que tout le monde a fait l'expérience de partir sur quelque chose et de se dire après, finalement, c'est pas très actif. Là, on peut dire qu'ils sont au taquet. Voilà, globalement, ça se passe très bien. On sent qu'il y a une croissance sur l'investissement en termes de dev. Je parle vraiment juste de contribution open source. Et surtout, il y a plusieurs contributeurs. Ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. C'est est-ce que ça repose sur une ou deux personnes? On va éviter le syndrome du bus. Je ne sais pas comment il s'appelle. Le bus syndrome. Voilà, ouais, en fait, l'anglais, c'est facile. Tu inverses mot 2, tu vois. Mot 2 à la place de 2 mots. Et du coup, bon, ça se passe très bien pour eux. La communauté est en train de se structurer. Et effectivement, ça pousse du code. En bas à droite, on a les NPM Trends, puisque voilà, c'est un autre indicateur de l'usage de cette solution. Si on fait un tour autour de la roadmap, ils ont une roadmap collaborative qui est sur GitHub. Et donc, on voit qu'ils ont pas mal de discussions qui sont assez actives et qu'ils arrivent à clôturer les sujets. Donc, ils ont parlé, par exemple, de l'intégration de Mail Research, du déploiement de serverless, du multi-warehouse, enfin de plein de choses. Ils ont eu pas mal de discussions. Et grosso modo, ils ont une roadmap qui est collaborative et qui est assez claire. Ok. Ensuite, Seb, le headless. Le headless, donc aujourd'hui on a dit qu'il fallait toujours avoir un œil du côté du headless. On est allé donc regarder ce qu'il faisait puisqu'il est headless first. Ils ont une API REST par contre qui est pour l'admin et pour le front, le store. Les petites choses que j'ai notées qui étaient rigolotes, c'est qu'ils supportent le fait de pouvoir embarquer ou pas une relation, d'exposer ou pas une relation quand vous requêtez sur une ressource, et le fait de pouvoir sélectionner certains champs que vous voulez requêter ou pas. Ils ont un client JS Medusa qui vous permet d'avoir une couche d'abstraction avec ces API REST. Ils ont un starter kit pour Next.js. Ils ont des composants React qui sont prêts à l'emploi. Et dans leur doc, si jamais avec tout ça, vous n'avez pas ce qu'il vous faut, ils vous expliquent comment faire votre propre storefront. Et c'est assez clair. Ils vous montrent comment vous pouvez mettre en place facilement, du moins c'est ce qu'ils disent, un storefront. Ok, donc le headless, c'est check. Et on remarque qu'il y a une API REST, pas une API GraphQL, et Silus a fait le même choix il y a quelques temps puisqu'il y avait une conférence de Woocash sur ce thème-là. La customisation, on a dit c'est là où nous on passe le plus clair de notre temps, ou du moins c'est là qu'on intervient.
D'après la doc, vous avez la possibilité de faire des custom endpoints facilement. Vous avez des middleware qui agissent au niveau du routing pour pouvoir intercepter des requêtes. Vous pouvez étendre des services du cœur. Vous avez un système d'événements qui est présent pour pouvoir vous connecter sur ces événements-là. Vous pouvez étendre une entité. Et vous avez un système de loader qui vous permet d'exécuter des scripts quand vous lancez le backend. Et en contrepartie, sur le blog, ils ont pas mal de tutoriels qu'ils mettent en ligne sur leur blog. Et par exemple, ils ont créé une marketplace, faire un commerce B2B, importer des données Magento, créer de bout en bout une boutique de BD avec Medusa, Gatsby, PayPal et Mail-Search. Donc on voit quand même qu'entre la documentation et le blog, on a pas mal de ressources pour se faire une idée assez précise de ce qu'on peut faire avec Medusa. Et de façon appliquée, ça c'est intéressant. En termes de documentation, bon, RAS, en fait, tout est documenté, c'est à jour, c'est agréable à utiliser. On sent qu'il y a un réel effort pour que les développeurs, quand ils commencent à prendre en main la solution, puissent trouver des ressources et ne pas galérer. Ouais, je sais pas, on ne détaille pas davantage. J'en ai passé un. Non, on va passer à un sujet très intéressant. Pour moi, pour vous, pour les clients aussi. La stabilité de la solution, sa fiabilité. Et là-dessus, il y a un truc qui est intéressant. Si vous regardez, on a des versions mineures 1.9, 1.10, 1.11. Et on a voilà, à chaque fois, sur les logs de la release, on a des informations. Alors par exemple, sur 1.9, a minor breaking change, ça reste quand même un breaking change, a été apporté au modèle d'event bus. On va rajouter des méthodes parce que les autres ne permettent pas de faire ce qu'on veut. Sur la 1.10, on a quelque chose d'un peu plus méchant. On se rend compte qu'on a un souci sur le TypeORM, qui est une librairie qui permet de travailler, faire une abstraction de la base de données. Et ça se passe pas très bien en termes de perf. Donc du coup, on a mis quelque chose en place. On fork TypeORM. On apporte un patch, mais qui n'est pas encore mergé. Et puis on espère qu'il va être mergé. Et là, ça se complique. 1.11. Finalement, ça marche pas bien. On est obligé de revenir en arrière. Et de ce que j'ai compris, on va mettre en place une solution un peu à nous parce que ce problème de performance, finalement, on n'est pas capable de le régler comme ça. On a essayé de le régler, ça a apporté d'autres problèmes, donc du coup, on revient en arrière. On est sur des versions mineures. Il y en a une par mois. Donc ça, c'est pour les versions mineures, une par mois. Et ça, bienvenue en JavaScript, quand même, fallait le dire. Et moi, je suis trop vieux pour ces conneries. Voilà, donc là, il y a aussi un point qu'il faut regarder de près, c'est qu'on a des habitudes, nous, avec Silus, en termes de stabilité et de fiabilité, qui sont au taquet. Combien ça vaut dans votre vie de dev et dans la vie de vos clients au quotidien? Ça vaut beaucoup. Ok, je te laisse les faits intéressants. Voilà, donc si on résume et qu'on fait un petit retour sur Medusa, ce qui est intéressant, c'est qu'il est headless first, il est hautement customisable. Et on voit que sur GitHub et dans la communauté, ça bouge. Et on voit que la roadmap, elle est assez claire, elle est collaborative et on y voit à peu près clair sur ce qui va se passer dans Medusa. Ouais, super intéressant la roadmap collaborative. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à animer, mais sur lequel il y a des gains à court terme. Ok, alors tout ça c'est super intéressant, on vous a amené dans un autre écosystème. Maintenant on va revenir du côté de Silus. Et si on s'inspire justement de ce qu'on a vu chez Medusa, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc grosso modo, si jamais on revient dans l'écosystème Silus et qu'on regarde, le but c'est pas de faire de la polémique ou quoi que ce soit, c'est juste revenir et faire un constat. Je pense qu'on a des efforts encore à faire pour pousser le headless. On voit que voilà, aujourd'hui c'est un prérequis. On va aider aussi à avoir des fonctionnalités centrées e-commerce pour voir celles qu'elles sont aujourd'hui. Je pense qu'on a intérêt à supporter la création de plugins, à aider, à les maintenir, à les pousser, à en créer, à donner de la valeur à ces plugins-là. On a intérêt à revoir un petit peu la roadmap pour avoir une vision à court, moyen et long terme, pour voir de ce qui pourrait se passer dans Silus. On va s'assurer qu'on a une activité régulière dans la communauté, dans le cœur de Silus. Ils en ont besoin, il faut que ça avance. Et on va faire attention parce que tout ça, ça a besoin de moyens, en règle générale, de moyens humains, de moyens financiers, de plein de choses. Et donc, il va falloir faire attention aux moyens qu'on va mettre en place pour arriver à tous ces buts-là.
Ok, et maintenant on va regarder de plus près ce qui se passe pour Silus. Ceux qui connaissent la solution sauront de quoi on cause. Donc l'intérêt, c'est rester le plus près possible des versions de Symfony. Hein. C'est quelque chose qu'on a dans Silus et qui est un gros effort de la part de toute la core team. C'est coûteux de rester toujours collé aux versions de Symfony, pardon, mais c'est un prérequis. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un petit état de l'intégration d'API Platform dans Silus. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en garde une intégration partielle? Est-ce qu'on rend ça comme une dépendance complète à Silus? On a des efforts à faire sans doute sur la documentation. Hein. Nicolas en a parlé, mais grosso modo, faire du travail sur la documentation, sur les tutoriels, sur les études de cas, sur plein de choses comme ça. Je pense qu'il faut aussi qu'on se questionne sur ce qu'est le 80-20, hein, qui est très répandu dans l'écosystème Silus. Quand vous vendez un Silus, vous expliquez que grosso modo, il couvre 80% des fonctionnalités classiques des challenges qui se posent au e-commerce et que les 20% qui restent, vous les adaptez pour vous-même. On peut se poser la question, quel est le ratio 80-20 aujourd'hui? Est-ce que c'est le même qu'il y a 5 ans? Voilà. Est-ce que ce ratio-là, je pense qu'il faut qu'on se questionne autour. Et il faut qu'on communique encore et toujours autour de Silus, qu'on crée des événements, qu'on parle de ce qu'on fait avec Silus dans tout cet écosystème-là. On fait plein de choses qui sont très bien et je pense qu'il faut qu'on continue à en parler autour de nous de plus en plus et à être de plus en plus visible pour ça. Yes. Côté nettoyage. Donc, si on doit faire du nettoyage, on en a parlé un petit peu, il y avait une question autour de Payum. Hein, quel est le futur de Payum? Et moi, j'ai été très étonné de quelque chose. Alors, j'entends souvent, enfin, c'est pas rare d'entendre râler autour de Payum, souvent. Et pourtant, il y a une issue de Pavel qui date de 2021, je crois, où lui-même avait posé la question de savoir quelle place on allait faire à Payum. Et finalement, cette issue-là, elle a 4 réponses. Alors que je pense que si on en discutait tous dans la salle, on a tous des choses à dire autour de Payum. Et pourtant, moi le premier, hein, j'ai pas pris part à cette discussion-là, j'ai pas donné mon point de vue, j'ai pas fait avancer le sujet. Je crois qu'il va falloir trouver une alternative à Semantic UI, mais je crois, sans dire trop de bêtises, que la core team a peut-être des choses là-dessus. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on arrête l'utilisation de jQuery? Levez la main, ceux qui veulent faire la peau à jQuery. Ouais. Non, ils sont pas tous d'accord quand même. Hein. C'est peut-être parce que j'ai utilisé des termes violents. Mais non, mais voilà, ouais, il faut que ça s'arrête. Est-ce que le système de ressources, qui est un système pivot hein, dans Silus, a besoin de refactoring? Je crois, et je crois que d'ailleurs Loïc est dessus. Il y a plein de petites choses qui traînent et dont il faudrait qu'on discute pour savoir si on en a encore besoin. Est-ce qu'on a encore besoin des avis produits? Est-ce qu'on a encore besoin des meta-keywords sur les produits? Enfin, plein de petites choses comme ça. Et là, j'ai une spéciale dédicace pour Kevin qui est dans la salle, Kevin G, qui est le fameux. Il y a des petites fonctionnalités qui sont arrivées, comme les promotions catalogue, qui sont très bien. Et pourtant, il reste quelques petits trucs qui traînent. Que devient mon original price à la fin de la promotion catalogue? Kevin a ouvert une discussion là-dessus, et puis il ne s'est pas passé grand-chose. Et pourtant, je pense qu'on a tous expliqué à un client que oui, il allait avoir sa promotion, qu'elle allait se terminer, mais que par contre, il faudrait qu'il repasse pour remettre son prix barré, parce qu'il y avait un petit ajustement à prévoir. Quoi. On peut se poser aussi la question du tunnel d'achat, de l'UX autour du tunnel d'achat, de la fameuse connexion dans le tunnel d'achat, qui est un parti pris tout particulier. Et on peut se poser la question du UX en règle générale. Voilà. Yes. Alors, pour la communauté, qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Parce que tout ça, en fait, ce sont des vœux pieux. Là, on est en train de faire notre liste de Noël. Ça tombe bien, on a les bonnes personnes dans la salle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je pense qu'on aurait besoin de discuter et de pouvoir se projeter. Qu'est-ce que sera Silus 2.0? Qu'est-ce que sera Silus 3.0? On a besoin de supporter la communauté. La communauté a besoin de nous et il va falloir faire du travail et répartir les responsabilités. On va avoir besoin d'un statut clair, et on en a parlé, autour de ce qu'est la compagnie Silus, autour de ce qu'est la core team, autour de ce qu'est la communauté, autour de ce que sont les partenaires, et grosso modo, le rôle de chacun qui utilise Silus ou qui développe sous Silus. Est-ce qu'il faudrait penser à une association à but non lucratif, une association, une fondation? On a besoin d'événements, de speakers, un peu partout, tout le temps. Et puis, il faut rendre Silus encore plus célèbre, tant dans le monde du business, pour son utilisation,
que pour le monde des techs. Voilà, on a la chance d'avoir une solution qui a bien pris. Et bien, il faut continuer à entretenir le mouvement. Yes, et moi j'aimerais dire 2 mots. Qui connaît ici la PHP Foundation? Pas grand monde, si, ouais, il y a quand même quelques personnes qui connaissent. Sincèrement, c'est une initiative qui a démarré l'an dernier pour soutenir simplement le langage PHP, parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait que 2 personnes qui développaient, et il y en a une qui a trouvé du taf. Donc elle a arrêté. Vous voyez, ça fait 50% des effectifs qui disparaissent. Et en fait, ce principe de fondation peut vraiment aider des solutions à exister au-delà des entreprises qui utilisent la solution. Donc je pense qu'il y a un truc à faire. Pour résumer, en fait, je pense qu'on a besoin d'identifier toutes les forces qui font que Silus est ce qu'il est. Et je pense, et on pense chez Imagma, que Silus peut devenir une solution encore meilleure. Il y a vraiment une marge de manœuvre. Donc, pourquoi s'en priver, en fait? Parlons-en. Qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les moyens à mettre en œuvre? Et allons-y. En termes de rôle et de responsabilité, il y a peut-être des choses à définir. Moi, j'ai la sensation que sur toute la communauté, finalement, l'effort jusque-là a beaucoup été porté par Silus et la core team. Et il faut peut-être rebattre les cartes. C'est pour ça qu'on a provoqué ce meet-up pour aider les entreprises qui utilisent Silus à se rencontrer et à commencer quelque chose. La roadmap collaborative, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Il y a vraiment une animation à mener et une réflexion à mener là-dessus. Et puis après, il faut des moyens. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué, c'est de dire les moyens, comment on les trouve sans pour autant mettre en péril le projet. Mais si on regarde ce qui se passe dans les autres projets, effectivement, il faut trouver des moyens pour pouvoir permettre cette évolution. On va terminer simplement en remerciant certaines personnes. Bien sûr, on va commencer par Pavel, le créateur de Silus. Voilà, sans lui, pas de Silus. Ouais. Et moi, je vais remercier aussi Pavel. Pavel, on l'a fait venir en fin 2014, début 2015. Il est venu nous former et franchement, extra. Voilà, extra. Merci à Pavel pour le taf qu'il a fait et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Et on va aussi remercier la core team de Silus parce que ce sont les gars les plus talentueux qu'on ait vus en code. Et franchement, il nous a fallu un moment pour accepter qu'ils aient 20 ans de moins que nous. Mais maintenant, avec beaucoup de psy, on l'accepte et on est même devenus copains. Bravo à la core team. Allez, on va aussi remercier tous les développeurs, les agences, enfin chaque personne qui agit dans l'écosystème Silus et surtout, bien sûr, tous les gens qui contribuent à l'open source dans Silus. On s'applaudit. Et enfin, on va applaudir Mikołaj Król qui justement est devenu le CEO de Silus et qui a plein de responsabilités sur les épaules. Bravo, thank you for having that and wearing on your shoulders the future of Silus. Thank you so much. Et longue vie à Silus. Merci.